On assiste à une partie de bras de fer entre le président américain d'un côté et le reste du monde de l'autre. De quelle façon tu vois, Francis, la suite des choses? Parce qu'on approche certaines échéances qui avaient été annoncées en grande pompe par le président américain qui avait promis 90 deals en 90 jours. Or, là, dans les prochaines heures, il y a des lettres qui vont partir à la poste pour informer les pays qui n'auront peut-être pas encore signé ces fameuses ententes-là de l'avenir qui les attend. Oui, en fait, je crois que certaines lettres sont déjà parties vendredi, Alex, et franchement, je ne comprends pas quel est ce théâtre là. J'espère qu'ils ont la bonne adresse là, tu sais, déjà, là, envoyer des lettres, là, tu sais, c'est quelque chose, on dirait un peu ridicule, mais oui. Donc c'est ce mercredi qui arrive à échéance, la fin de la pause, hein, n'est-ce pas? Monsieur Trump avait donné une pause suite à son jour de la libération du 2 avril dernier. Seulement deux ententes ont été convenues pour l'instant entre les États-Unis et l'Angleterre, là, le Royaume-Uni d'un côté et le Vietnam de l'autre. Et ce ne sont pas vraiment des ententes, là, entre toi et moi, ce sont plus des déclarations d'intention. Donc, il y a énormément de détails qui ne sont pas définis dans ce qu'on appelle des ententes. Donc, entre nous, Alex, il y a rien qui a progressé, on pourrait dire, depuis. Évidemment, derrière des portes closes, il y a certainement des tractations auxquelles les médias ne sont pas invités, desquels ils ne sont pas informés. Mais là, donc, la question est toujours la même. Puis, tu sais, je ferai un lien même entre ce qui se passe là, ces jours-ci et la situation canadienne, là, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, hein, l'attaque sur les services numériques qui a été mise en œuvre après plusieurs années, puis annulée 72 heures plus tard. La situation, c'est qu'en fait, les pays pourraient éventuellement faire face à Donald Trump s'ils arrivaient à se liguer entre eux et donc à faire front commun. Et M. Trump, évidemment, ce qu'il cherche à faire, et là, on l'a vu hier encore sur son réseau social, Truth Social, c'est à diviser pour mieux régner. Là. C'est-à-dire, il menace chaque pays qui s'alignerait, donc qui se fédérerait contre les États-Unis de représailles. Et donc, il y a un tel groupe qui n'est pas vraiment un groupe très homogène qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le BRICS a été identifié par un cabinet conseil là, au début des années 2000 comme étant des économies qui avaient un fort potentiel. Puis comme de fait, là, ce sont quatre économies qui ont progressé de 2000 à 2020 environ. Mais c'est très bigarré, là. La Chine, c'est pas du tout la Russie, comme tu peux te l'imaginer, ni l'Afrique du Sud par ailleurs. Ils ont chacun leurs enjeux. Le taux de croissance n'est pas le même. Bref, il y avait cette réunion des BRICS, donc les 5 pays, auquel Xi Jinping était absent. Vladimir Poutine, évidemment, qui ne sort pas trop du pays ces temps-ci, était Non, absent hein, c'est mieux également. pas. Il y a des petits Euh, mandats un et, peu partout. et des mandats d'arrêt internationaux, oui, c'est ça. On va rester à la Et maison. donc, il y a eu cette réunion. Il y avait des ministres des Affaires étrangères. Vladimir Poutine est apparu en vidéoconférence, notamment. Et donc, il cherche à faire front commun contre Donald Trump. Il faut dire que ces 5 pays-là représentent environ 40% de l'économie mondiale, Alex. Donc, c'est un certain poids. Combiné avec l'Europe, là, qui est aussi un autre près 20%. Là, il y aurait peut-être de quoi faire, mais évidemment, l'enjeu est toujours le même, c'est celui du désalignement des intérêts entre tous ces pays. Puis le Canada, qui est une toute petite partie de l'économie mondiale, évidemment, se retrouve forcément un peu isolé. On a nos amis européens d'un côté, on ne sait pas trop quoi faire de la Chine de l'autre, et pendant ce temps-là, Donald Trump fait un peu ce qu'il veut, évidemment. Un nouveau chapitre dans la saga Lion électrique qui, au plus fort de sa valeur, lorsque Lion a fait son arrivée, que ce soit à la bourse de Toronto ou à la bourse de New York, valait au-delà de 4 milliards de dollars. Or, Presque 5, ouais. presque 5, 4,7. Mm. Or, Lion vraiment a été vendu pour une bouchée de pain. Là. C'est ce qu'on découvre là, ce matin. Ouais, ben en fait, tu sais, on sait là, l'histoire, l'entreprise s'est placée sous la protection de la faillite, et puis donc il y a des autobus qui sont en circulation, il y a des autobus finis ou presque finis, il y a évidemment des stocks, des pièces et tout. Mais il faut dire qu'Alex, si l'entreprise n'avait pas trouvé de repreneur,
essayer de vendre des autobus ou des contrats de service quand tu n'as pas l'expertise, quand tu n'as pas l'usine, vendre ça en pièces détachées, ultimement, ça aurait eu une valorisation de presque zéro. Et donc là, ce qui se passe, c'est on a revendu. Je sais que pour les gens à la maison, 6 millions, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais on parle quand même d'une grande entreprise manufacturière avec des bâtiments, avec des autobus qui se vendent plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc 6 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Mais l'affaire, en fait, Alex, c'est qu'ils ont, en rachetant Lyon, ils ont accepté d'investir probablement plusieurs dizaines de millions additionnels pour financer la relance de l'entreprise, rembaucher des gens, acheter des pièces, continuer à développer les modèles de camions et d'autobus. Et donc, ultimement, oui, 6 millions, c'est vraiment un cadeau qu'on a fait à ces investisseurs-là, mais avec la promesse, évidemment, qu'ils tentent véritablement de relancer l'entreprise. Puis c'est là où on faudra voir si, dans les faits, à un moment donné, un jour, ils finissent par réussir, puis à payer de l'impôt, puis à redonner à l'État québécois les dizaines de millions de dollars qui ont été investis. Pour l'État, mais pensons aux petits épargnants aussi qui ont perdu une fortune dans Lyon, là. Dont moi, quelques centaines de dollars. Alex, là, j'avais des actions à un moment donné. Donc, effectivement, non, il y a eu toute une perte, là, évidemment, mais ça fait aussi, je ne veux pas minimiser la chose, c'est effectivement très, très dommage là, pour ces individus-là. Mais vous autres, vous ne verrez plus la couleur de votre argent, là. Non, mais tu sais, ça fait partie d'investir en bourse. Tu as des titres comme Nvidia qui multiplient par 100, puis tu as des entreprises qui ferment et qui font faillite comme cela. C'est d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui nous accompagne ou d'être vraiment très connaissant de la diversification parce que c'est sûr que tu as toujours des titres qui montent très rapidement puis des titres qui peuvent potentiellement baisser, voire aller à zéro. Mais tu as raison, effectivement, qu'on a le gouvernement, les médias, Lyon eux-mêmes, tu sais, vraiment prétendu que c'était vraiment une entreprise d'avenir. Certains font valoir, puis il y a d'ailleurs une poursuite là, aux États-Unis, ils font valoir que l'information véridique n'avait pas été communiquée aux épargnants, aux investisseurs. Il faudra voir s'il y a un dénouement à ça. Mais vu que l'entreprise est insolvable, je ne vois pas comment on rembourserait des millions et des millions de dollars aux investisseurs. C'est peu probable. Il n'y a pas grand-chose à saisir dans l'état actuel des choses. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir.